Alors, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'être avec nous ce soir pour la dernière web radio de 2024. La saison des fêtes s'en vient. Alors, ce soir, le 11 décembre, on a comme thème l'impact de la législation récente sur les copropriétés au Québec. Alors, tout le monde a entendu parler un peu de ces lois-là, mais on va faire un petit résumé. Puis avec nos panélistes ce soir, on va échanger sur ces sujets-là. Mon nom est Valérie Couture de Condo Stratégiste et j'ai l'honneur d'animer cette très belle et intéressante web radio ce soir. Et ce soir, mes invités sont Maître Yves Papineau, que tout le monde connaît, Maître Papineau de LJT. Alors, bonsoir, Maître Papineau, merci d'être avec nous. Bonsoir, Mme Couture, vous allez bien? Très bien, vous? Ben oui. Good, merci. Ce soir, on a une amie, une collègue de travail, Catherine Pépin, de la société HPDG. Catherine est la directrice du département de gestion, mais je tiens aussi à souligner que Catherine a une grande expertise parce qu'elle était aussi, elle est évaluateur agréé. Donc, dans le domaine, il y a des choses sur lesquelles on va discuter ce soir de ça. Et Catherine a le plaisir d'être avec nous ce soir et nous avons le plaisir de la recevoir. Merci Catherine pour la première web radio d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Valérie. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous avons aussi une autre avocate avec nous ce soir, Maître Alex Laplante. Alex Laplante est avocate chez Dunton Rainville dans l'équipe de Yves Jolicoeur, surtout dédiée en copropriété. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons débuter, mais nous tenons à souligner le partenaire de la soirée, qui est la firme de Catherine HPDG. HPDG et associés sont dans la gestion de copropriété, sont dans l'évaluation, sont aussi dans les études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien. On va en discuter assez ce soir. Donc, merci HPDG d'être le commanditaire de la soirée. On a aussi notre partenaire de la soirée, le RGCQ, sur le support technologique avec la présence de Lanceny derrière la web radio qui est avec nous pour nous aider. Je tiens à souligner, chers administrateurs et ou copropriétaires, c'est quand même important de se documenter, de se former. Et le RGCQ accompagne beaucoup les conseils d'administration et les copropriétaires et les gestionnaires. Donc, pour des sommes assez très basses, vous pouvez devenir membre du RGCQ. Donc, on débute notre web radio et je vais débuter la web radio avec Maître Papineau. Maître Papineau, on a eu beaucoup de modifications législatives dans les 5-6 dernières années. Pour nos administrateurs, nos copropriétaires, ça peut être lourd un peu pour s'y retrouver. Accepteriez-vous de nous faire un petit résumé pour permettre certains échanges sur les nouvelles modifications et aussi en même temps, on va pouvoir discuter de la responsabilité des conseils d'administration par rapport à ces lois-là et tout. Alors, peut-être brièvement, là, il y a le plan de gestion ou le plan d'entretien de l'immeuble. Il y a le fonds de prévoyance qu'on connaissait déjà, mais qui va être mieux encadré. Il y a la question des données personnelles. Il y a la question aussi que le syndicat doit répondre aux, aux prometteurs acheteurs qui ont des questions sur le syndicat. Il y a la question de la langue française qui est arrivée aussi. Il y a le fait que le gouvernement a édicté des règlements qui vont compléter les dispositions du Code civil qu'on attend encore. Il y a le registre de la copropriété qui est maintenant plus complet parce qu'on a demandé aux administrateurs, aux gestionnaires d'avoir plus de documents d'information. Et il y a aussi la question d'assurance qui a été à quelques fois, pour ne pas dire de multiples fois, modifiée pour toutes sortes de raisons. Merci, Maître Papineau. Prenons une qui est assez facile parce que peut-être moins connue par contre des copropriétaires, mais peut-être que Alex pourra compléter aussi. Mais la langue française, c'est quand même assez simple, là, mais des fois on a des questions. Catherine, tu pourras commenter sur comment ça s'implante, mais on a des questions sur est-ce qu'on peut envoyer les avis de convocation anglais-français, est-ce qu'on doit faire les PV anglais-français, etc. Alors j'aimerais nos deux avocats vous entendre juste sur ce point-là. Voulez-vous y aller, Maître Papineau? Oui, pas de problème. Alors, les modifications sont que
dorénavant, les modifications à la déclaration de copropriété doivent être effectuées en français. Comme la langue française est la langue nationale, c'est ce qui est demandé. Il y a des petites exceptions lorsque la déclaration a été publiée en anglais, mais de façon générale, au Bureau de la publicité des droits, on ne va plus rien publier si ce n'est pas en anglais. Votre question aussi était, est-ce qu'on peut convoquer en anglais, en français? Moi, je pense que c'est juste d'être poli de convoquer en français, en anglais. On n'est pas obligé de tout traduire en anglais. On n'est pas obligé de tenir l'Assemblée dans les deux langues, mais je pense qu'il y a un minimum de respect vis-à-vis les copropriétaires qui ne sont pas de langue française, de s'assurer qu'ils comprennent un peu ce qui va se passer dans cette Assemblée-là. Oui. Et surtout, ben, tu sais, si je peux rajouter là, au niveau de si on le fait dans les deux langues, c'est une chose, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que ce soit fait en français. C'est vraiment des nouvelles dispositions du Code civil, non seulement en termes de la déclaration de copropriété, mais également les avis de convocation. Ça ne pourrait pas être que l'anglais. Il faut au moins que le français s'y retrouve. Mais évidemment, comme Maître Papineau, pardon, le disait, c'est sûr que c'est un avantage, puis ce serait en fait une question de respect de le faire dans les deux langues, là, surtout si vous êtes conscient que les copropriétaires auxquels vous vous adressez sont majoritairement anglais ou pas tous finalement à l'aise en français, là. OK. Vas-y, Catherine, puis le procès verbal, je vais poser la question après. Je vais juste revenir sur la déclaration de copropriété. Il y a évidemment, des anciennes déclarations de copropriété strictement anglophones. Lorsqu'il va y avoir une refonte, une demande de refonte ou de mise à jour, évidemment, de la déclaration de copropriété, est-ce qu'elle peut être strictement en anglais ou elle doit être en français et en anglais, Maître Papineau? Bonne question. Alors, l'article 1060 dit qu'on peut exiger les modifications de la déclaration soient effectuées en français. Je ne veux pas rentrer dans toute la loi, là, parce qu'on va en avoir pour l'émission complète, mais il y a certaines exceptions. Mais prenez pour acquis qu'il faut que ça soit fait en français et on évite des problèmes et on va éviter des contestations si on le fait en français. Merci. Merci, Maître Papineau. Merci, Maître Laplante. Donc, la langue française, c'est fait. On a aussi, bon, les autres plus petites lois, parlons de la loi 78. On peut-tu rajouter quelque chose là-dessus avant de tomber dans les gros morceaux comme les fonds de prévoyance et le plan de gestion de l'actif? Maître Papineau. Bon, écoutez, protection des données personnelles, c'est assez simple et compliqué à la fois. Ce qu'on vous demande, c'est de protéger les renseignements que vous obtiendrez de vos copropriétaires. Et la principale raison, c'est que le syndicat a le droit d'exiger des informations qu'autrement, il n'aurait pas le droit d'obtenir. Alors, compte tenu, vous avez l'obligation de fournir votre nom, adresse, date de naissance, etc., etc. Compte bancaire, etc. Compte bancaire, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est comme vous les avez fournis obligés, on veut vous assurer que ça n'ira pas se promener partout et que le syndicat va les protéger en ne les dévoilant pas à personne. C'est un peu le but de cette loi-là. Mhm. Est-ce qu'on peut dire, puis peut-être Catherine, dans ton quotidien, ça s'est arrivé, il y a certains syndicats qui ont débuté avec des courriels de tout le monde, etc. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant, quelqu'un qui démarrerait un courriel avec toutes les adresses visibles de plusieurs copropriétaires, si le syndicat il doit, s'il veut répondre, il doit s'assurer d'éviter de continuer de propager les courriels de tous, là. Exact. Et aussi, c'est bien important que les conseils d'administration soient vigilants dans l'utilisation des données qu'ils possèdent dans le syndicat. Donc, ne pas utiliser à des fins politiques ou des fins autres que prévues les données
qui sont à la disposition des membres du conseil d'administration et des gestionnaires, évidemment. Ça, c'est bien important que les membres des conseils d'administration n'utilisent pas ces données-là pour faire de la politique ou faire, peu importe les dessins, c'est très important d'être très, très vigilant. Merci, Catherine. Ça peut Peut-être, aussi. si vous me permettez, Valérie, Oui. le Code civil prévoit que les copropriétaires ont le droit de demander le nom et l'adresse des autres copropriétaires. Mais l'adresse, c'est l'adresse résidentielle. On ne peut pas exiger l'adresse courriel, on ne peut pas exiger le numéro de téléphone. Alors, dans votre exemple, quand vous dites on ne peut pas envoyer la liste de courriels de tout le monde, c'est exactement ça. Le syndicat ne peut pas se permettre ça. Puis même que, à certains égards, dans des résolutions du conseil d'administration, s'il y a des références à des renseignements personnels, au moment où il faudra transmettre ces procès-verbaux-là, ces résolutions-là aux autres copropriétaires, c'est vraiment important de caviarder, si, exemple, il y aurait une adresse courriel ou peu importe, là, de le caviarder parce que ça aussi, ça peut être une transmission qui ne respecte pas finalement la loi 78, là. Bonne question sur le caviardage. Exemple, dans un procès verbal, comme gestionnaire ou en tout cas le conseil rédige le procès verbal et il y a une situation avec un copropriétaire, est-ce que ça va jusqu'à caviarder le nom de l'unité qui serait impliquée dans le sinistre, dans le mauvais payeur, dans la plainte de l'autre voisin ou quoi que ce soit? Comment on conseille à nos administrateurs qui nous écoutent de rédiger, comment de partager ça avant de glisser? Bien, le 908, c'est chicané avec le 912, puis là, etc., etc. Je pense qu'il faut agir de façon sécuritaire. Moins on en donne d'informations. Vous savez, c'est une nouvelle loi. On n'a pas de décision de tribunal encore. On n'a pas ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire un état des jugements. Moi, je pense que moins on écrit, mieux c'est. Et de toute façon, de savoir, je prends votre exemple, Madame Couture, et c'est sûr que j'ai compris le but de votre exemple, mais savoir que le 902, si je connais que le 912, ça ne devrait pas être dans un procès verbal. De dire qu'il y a des appartements qui ont été sinistrés, je pense que c'est peut-être pas grave, mais c'est pas nécessaire de l'indiquer non plus. Alors, on en met le moins possible et comme ça, on évite des critiques et des remarques. Parfait. Maître Donc, aussi- allez-y, allez-y. Excusez-moi, Valérie. Euh, Dans le cas où le conseil d'administration ou le syndicat reçoit des mises en demeure ou il y a des procédures judiciaires, évidemment, ces informations-là doivent se trouver. On s'entend, c'est pas une chicane de chien, on s'entend sur le sujet, mais si on reçoit si le syndicat ou le conseil d'administration reçoit des mises en demeure ou encore des poursuites, il faut que ça soit au procès-verbaux des conseils Mais d'administration ou de l'Assemblée générale. moi, ce que j'allais conseiller, puis je vais peut-être juste faire un conseil général, là, tout ce qui est posé dans les registres, dans les faits, ça ne fera pas partie des renseignements qui sont personnels, qui n'auront pas besoin d'être caviardés. Donc, dans le cas des procédures judiciaires, considérant qu'ils font partie des registres du syndicat et qui sont accessibles à tous les copropriétaires. Puis je ne sais pas ce que vous en pensez, Maître Papineau, là, vu que c'est une nouvelle loi, des fois, c'est peut-être une différence, mais moi, comment je le perçois, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement de souci à nommer, peut-être désigner les gens qui sont partis à la procédure, mais même là, je suis quand même d'accord avec l'aspect où le procès verbal, peut-être dans ce cas-là, n'est pas tout à fait nécessaire non plus là, de le nommer. Oui, mais la loi nous oblige le syndicat à dénoncer aux copropriétaires lorsqu'il y a des procédures judiciaires. Moi, ce que je suggère aux gens, parce qu'il ne faut pas oublier, sur la question des procédures judiciaires, la procédure, elle est publique. Si quelqu'un va au palais de justice ou va sur Internet, il va le trouver. Alors, de donner le nom, il n'y a aucun problème à ça, donner la nature de la procédure. Mais moi, ce que je suggère, c'est simple, c'est on envoie un avis aux gens, en dit conformément au Code de procédure civile du Québec, on vous avise que le syndicat est poursuivi par monsieur, madame, une telle, pour telle raison, et nous joignons copie de la procédure. Alors ça, il n'y a rien de pas correct parce que tout ça est déjà public de toute façon. Mais la mise en demeure l'est pas. Non. Non. Une mise en demeure, on n'est pas obligé d'aviser les copropriétaires. Non. Et s'il fallait qu'on fasse à chaque fois qu'on soit
des menaces ou des mises en demeure, Tout à ça fait. serait peut-être long. Mhm. Bon, C'est pas alors, parti au registre non plus, là. c'est ça. OK. Fait qu'on peut parler de le syndicat a reçu une lettre de ça, mais sans nommer personne. Ouais. Oui. Bon, parfait. Donc, écoutez, il y a d'autres lois, mais là, on ne peut pas passer non plus sous silence de rappeler, parce qu'encore en 2024, on est en 2025 dans moins de 3 semaines, il y a encore des syndicats qui n'ont pas fait leur valeur assurable. Il y a encore des syndicats qui ne sont pas là. Alex ou Maître Laplante, voyons, Alex ou Maître Pinault, voulez-vous nous revenir sur les grandes lignes de la loi 141 parce que c'est quand même important, là, je veux dire. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre sur la responsabilité de ne pas avoir fait ça. Puis, s'il arrive un sinistre, c'est pas nécessairement l'assurance du syndicat qui va couvrir les administrateurs qui n'ont pas fait leur travail. Ça, c'est certain. Je vous laisserai peut-être commencer, M. Papineau. J'aime toujours mieux me greffer à un certain moment. Il n'y a pas de problème. Alors, le projet de loi 141, ce qu'il disait, c'est qu'on a une obligation de souscrire une assurance responsabilité. Dépendamment de l'immeuble, alors 13 et plus ou 12 et plus, on doit avoir 12 millions. 2 millions, je m'excuse, d'assurance responsabilité. Si c'est moins que ça, on doit avoir juste 1 million. On doit avoir une unité de référence, mais tout ça, ça aurait dû être fait déjà il y a longtemps. L'unité de référence, à quoi elle sert? C'est de dire, voici ce qui était livré par le promoteur lors de la publication de la déclaration de copropriété. Je dis promoteur parce que c'est le cas usuel, mais ou même quand il y a eu une conversion. Alors, l'unité de référence, c'est les gens parlent d'amélioration locative, mais locative, c'est en location. Nous, on n'est pas en location. Alors, quelles étaient les composantes de l'unité lorsque le copropriétaire l'a eu? Qu'est-ce qui étaient les composantes de base? Le problème avec ça, c'est que ça doit être fait déjà depuis longtemps. Ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le avant que vous ayez des sinistres, mais l'assureur va vous dire, compte tenu que vous n'aviez pas fait votre description, votre unité de référence, on prend pour acquis que tout ce qui est là aujourd'hui était là quand le syndicat a été créé. 141, il y a aussi l'histoire du fonds d'auto-assurance Oui. qui est arrivé. Avec les cotisations au fonds d'auto-assurance qui, généralement, encore là, on va faire ça simple, compte tenu qu'on est rendu plus loin que 2018 et 2020, on doit avoir dans son fonds d'auto-assurance le montant de la plus haute assurance, sauf inondation et tremblement de terre. Alors, si votre assurance a une franchise de 100 000, vous devez avoir 100 000 dans le fonds d'auto-assurance. Ce qui est un petit peu malheureux, c'est que c'est 100 000, mais si c'est le fonds d'auto-assurance, c'est comme le sinistre, ça dépend du nombre de sinistres que vous avez. Ça se peut que 100 000, vous ayez 250 000 de franchises parce que vous avez eu 5 sinistres avec des franchises de 50 000. Alors, ça, c'était un peu 141 qui parlait à ce moment-là un petit peu plus des assurances. Madame Couture. Qu'en est-il de la responsabilité si, par exemple, l'évaluation pour coût de reconstruction n'est pas faite et qu'il y a un sinistre majeur, puis qu'il manque 2 millions dans un immeuble de 12 copropriétaires? Qu'est-ce qui est la responsabilité du conseil d'administration à ce moment-là? La responsabilité, c'est que c'est le conseil qui a l'obligation d'assurer correctement et convenablement l'immeuble. Alors, s'il ne l'a pas fait, le conseil a failli à sa tâche et les membres du conseil pourraient être poursuivis. Par contre, si on a bien réglé nos assurances, on peut avoir dans notre police d'assurance un avenant qui permet justement de contrebalancer ça, c'est-à-dire que notre assureur personnel va nous assurer
en cas de défaut d'assurance complète de la part du conseil. Mais là, notre assureur pourrait se retourner contre les administrateurs quand même. Alors, il ne faut pas économiser sur de l'assurance. Malheureusement, ce n'est pas parce que je les aime, les assureurs, mais on ne peut pas risquer de mal assurer ou d'économiser pour réduire un budget en n'assurant pas convenablement un immeuble. Surtout en ce moment, là, tu sais, en raison des changements climatiques, là, ça va être encore plus important, là, puis ça va continuer de l'être parce que sinon, il va y avoir des mauvaises surprises qui peuvent mener malheureusement à des situations très problématiques, là. Puis aussi, dans certaines nouvelles copropriétés, j'ajouterais que mais dans les plus récentes, je dirais, là, depuis l'avènement du Code civil, parfois, il y a des sections qui prévoient que les copropriétaires doivent être assurés. Bien, à cet égard-là, le syndicat devient également responsable de s'assurer que les copropriétaires ont une assurance qui est convenable aussi, là. Oui. Moi, Catherine? excusez-moi, Valérie, Non, vas-y. j'aimerais revenir, Maître Papineau, sur le rapport d'unité de référence. Attends un petit peu, Catherine, on a justement une question, fait que tu vas peut-être couvrir, mais il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on fait si comment identifier une unité de référence de notre bâtiment de 1913? Fait que je te lance ça dans ta question en même temps. En fait, il y a deux choses. C'est sur deux volets. La première, c'est juste pour nos auditeurs, Maître Papineau, dans certains immeubles, vous savez, il y a plusieurs types de copropriété. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs rapports d'unités de référence pour un même immeuble? Oui, mais ça dépend du nombre d'unités. Je vous donne un exemple. Un immeuble qui est en hauteur, qui a 8 étages, souvent les 0,1 sont tous pareils, les 0,2 tous pareils, 0,3, etc. Ou le 4 et le 6 sont identiques. Alors oui, il peut y avoir des unités différentes, des unités de référence différentes suivant la différence entre les appartements. On n'a pas une unité pour tout l'immeuble. Parfait. La deuxième question, c'est, on s'aperçoit en prenant des immeubles en gestion que il y a des erreurs dans certains rapports d'unités de référence parce que ça a été fait avec la bonne connaissance, puis fait rapidement pour l'adopter en Assemblée générale. Comment on peut faire pour le mettre à jour ou modifier ces rapports-là? Parce que des fois, on voit que c'est pas complet ou il y a des problématiques. Il faut évidemment le représentant de l'Assemblée générale. Est-ce que c'est possible? Oui, on le fait, on le revote à ce moment-là en disant qu'on a fait les corrections ou les améliorations pour le rendre plus adéquat à la situation de l'immeuble. Merci. Très bon point, Catherine, justement sur la modification, parce qu'on arrive et on découvre qu'en fin de compte, ça avait l'air d'un plancher flottant, mais ça ne l'est pas, ou des choses comme ça. Puis, effectivement. Bon, Puis sur ça, ce qui était l'assurance. la question de, je sais pas si on y a, moi, ce qu'on n'avait pas répondu, mais si l'immeuble est est plus ancien, puis on n'a pas nécessairement d'idée de ce à quoi ressemblait l'unité à la base là, du projet, peut-être un conseil que j'aurais, c'est de faire affaire avec un évaluateur agréé. Souvent, eux ont des façons euh, plus poussées d'essayer de trouver, mais c'est sûr et certain qu'il faut essayer de se faire une idée, qu'il faut en trouver une, qu'il faut en convenir d'une, du moins, là, tous ensemble. Mais C'est ça. il y a toujours plein de façons, Mme Couture. Je vous donne un exemple. On est capable de trouver sur Internet la vente qui s'est faite. On est capable de trouver des fiches d'inscription qui datent de plusieurs années. On peut regarder Centris, un courtier en immeuble pourrait nous trouver une fiche d'un appartement qui est en vente il y a 10 ans. Alors, il y a souvent dans un immeuble quelqu'un qui garde tout. Euh, et il a gardé les prospectus, les dépliants, etc. Alors, il faut juste chercher, faire preuve d'imagination, mais on y arrive. Puis si on n'y arrive pas, mais on fait ce qu'on peut et ça sera ça qui sera ça. Maître Laplante, vous avez raison. Les évaluateurs, on a vraiment tous les outils. Souvent, on peut même avoir déjà évalué le projet à l'origine. Donc, on a vraiment tous les outils pour trouver les informations pour les clients, pour faire un rapport d'unité de référence. Bon point. Merci. Bon point, super, merci. Donc, tombons dans le projet de loi 16 qui est arrivé début 2020, fin 2019, qui est arrivé avec un paquet de choses.
Là, on sait très bien qu'on est ben, Maître Papineau, ça intéresse tout le monde, là. Qu'est-ce qui se passe avec le projet de règlement là, qu'on a sauté de joie cet automne avec ça? Est-il déjà relié aux tablettes pour 4 ans, lui aussi? Qui a sauté de joie, Madame Couture? Alors, le projet de règlement qui a été envoyé a fait l'objet de commentaires. Et il y a eu beaucoup de commentaires OK. et depuis ce temps-là, on n'a pas rien entendu parler. Non. Alors, ils sont présentement en train de vérifier les commentaires, de s'assurer que ça va. Un des principaux commentaires, c'est qu'ils avaient mélangé le carnet d'entretien et le fonds de prévoyance. Alors, on devrait en entendre parler dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ce règlement-là, sur le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, devrait arriver en 2025. Bon, on devrait y aller. Mais, ceci étant dit, il y a quand même des choses dans le projet de loi 16 qui sont en vigueur et il y a d'autres qui attendaient justement des règlements qui venaient bonifier. Mais parlons des grands sujets du projet de loi 16, Maître Papineau. L'étude de fonds de prévoyance, comment je dirais, faut-tu encore attendre dans 2 ans? Comme syndicat de copropriété, pourquoi on devrait attendre ou ne pas attendre de le faire? La loi est très claire. Malheureusement, les gens, volontairement ou involontairement, comprennent ce qu'ils ont compris. La loi dit qu'on doit avoir dans son fonds de prévoyance les sommes suffisantes pour les remplacements majeurs, réparations majeures et tout ça. C'est-à-dire réparation majeure et remplacement. Et ça finit en disant, et au minimum doit être 5% des fonds d'opération de l'immeuble. Mais 5% de l'opération d'un immeuble, ça n'a rien à voir avec l'entretien d'un immeuble. Que vous ayez une piscine, ça augmente vos coûts de 40 000 par année, mais ça ne fait pas que 5% de 40 000 va payer le toit qui en coûte 200 000. Alors, ce qui est important, c'est que l'étude du fonds de prévoyance, vous devriez déjà en avoir une étude. Et si on attend dans 2 ans, elle va juste coûter plus cher. Dans 2 ans, il n'y aura pas beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir la faire. Alors, moi, je ne comprends pas qu'on attende pour ça. Une bonne gestion dans un syndicat, vous devriez déjà avoir un carnet d'entretien et une étude de fonds de prévoyance. Merci. Catherine, je sais que tu avais des questions tu avais des choses à dire sur ces points-là, sur le carnet d'entretien, sur l'étude du fonds de prévoyance, comment la mettre en place, etc. Je te laisse la parole et Maître Laplante pourra bonifier sur ce que Maître Papineau a dit. Je pose la question à Maître Papineau et Maître Laplante. J'en ai deux, trois dans la pratique qui nous reviennent Oui, toujours dans les oreilles. au quotidien. Le quotidien, maintenant, à la réception d'un plan de gestion de l'actif, d'une étude de fonds de prévoyance, souvent il y a des écarts, évidemment, entre les sommes dans les comptes et la réalité de la nécessité de répondre, évidemment, à notre étude de fonds de prévoyance. Maître Papineau, Maître Laplante, pour ceux qui écoutent ce soir et pour nos clients, évidemment, vous préconisez quel type de financement simplement en cotisation régulière, en cotisation spéciale, dans un mix des deux. Donc, évidemment, il y a la continuité de fournir, évidemment, ces comptes-là, mais il y a du retard à prendre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à nos clients puis à tous les gestionnaires qui vous écoutent ce soir? Allez-y, Maître Laplante. Ben, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que ben, les études de fonds de prévoyance, à certains égards, vont prévoir aussi une répartition sur un nombre d'années pour y arriver. Donc, pour un peu diviser l'impact sur des années successives. Dans les faits, ben, tout va dépendre de l'état de la copropriété. Ce qui est important, c'est de ramasser ces sommes-là. La solution, c'est pas de dire on reporte à plus tard ou il n'y en aura pas de problème parce que ça arrive assez rapidement là, des besoins urgents de remplacement de des parties communes. Puis quand il n'y a pas les fonds, ben,
Puis c'est pas pour être alarmiste, mais il y a des situations où des syndicats font faillite, malheureusement, où il y a des pertes incroyables. Donc, c'est vraiment important de mettre cet argent-là de côté. Puis c'est un moindre mal pour ce qui pourrait être finalement déboursé dans le cas où il y aurait un problème. C'est sûr que moi, ce que je préconise, je ne sais pas pour vous, Maître Papineau, mais ça va être vraiment au niveau des charges communes, là. Il y aura une cotisation spéciale, j'en vois pas nécessairement l'intérêt, là. Ben, écoutez, ça dépend du montant qui manque aussi. Et ça dépend à quelle date on a besoin de cet argent-là. Si on a besoin de 5 millions dans un an, on va y aller avec une contribution spéciale. Oui. Si on a besoin de 5 millions dans 20 ans, on va augmenter les charges communes, puis on va y arriver. Mais une chose est certaine, il ne faut pas attendre puis dire, ben là, cette année, on a ça, fait qu'on va attendre l'année prochaine pour augmenter les charges, parce qu'à l'année prochaine, il va y avoir d'autres choses qui vont faire qu'on va les augmenter. Moi, j'ai rarement vu des charges communes qui baissent. Alors, comment on fait? Ça dépend du montant, ça dépend, comme a dit Maître Laplante, de la date du besoin, mais chose certaine, il faut s'en occuper immédiatement dès qu'on a notre rapport. Tout à fait. Puis, si je peux ajouter aussi, il y a quand même une nouvelle obligation qui est corollaire là, avec l'attestation de conformité du syndicat. Dans tous les cas, le syndicat aux futurs acheteurs va être forcé de remettre une panoplie d'informations, dont notamment l'état du fonds de prévoyance. Et ça pourrait véritablement nuire aux ventes potentielles des condos parce que les futurs acheteurs sont de plus en plus prudents et de plus en plus informés, les courtiers immobiliers aussi. Donc, il pourrait y avoir des problématiques en cas de vente si le fonds de prévoyance est vide ou pas suffisant, là. Merci. Je voudrais revenir sur le carnet d'entretien. On n'en a pas encore parlé. C'est une problématique pour beaucoup d'immeubles. Je dirais la plupart des Oui. immeubles. Maître Papineau, est-ce que le contenu du carnet d'entretien est bien défini? Le problème dans le règlement qu'on a eu, non, c'était pas bien défini, mais encore là, on n'a pas besoin d'une loi puis d'un article de loi. Chez vous, chez HPDG, vous en avez des gens qui en font pour leur immeuble. Tu le sais, qu'est-ce qu'il y a dans ton immeuble. Moi, ça me fait toujours sourire parce qu'une des premières fois que j'avais vu une étude de fonds de prévoyance puis un carnet d'entretien, pour un immeuble que je connaissais où j'habitais, c'est indiqué qu'au sous-sol 2, il fallait aller huiler la pompe circulatrice de l'eau à tous les 6 mois. Ben oui, mais c'est ça. Si tu ne vas pas la huiler, la pompe, elle va brûler. Est-ce que tu as besoin d'avoir le gouvernement qui te dise de faire un carnet d'entretien pour éviter de brûler ta pompe, là? Alors, c'est juste, je me répète peut-être là, mais tout ce que le législateur demande de faire, c'est juste de la logique et de la bonne gestion. Puis le carnet d'entretien comme tel, le nom le dit, là. Tu sais, peu importe ce qui va être déterminé par le règlement au niveau des modalités précises, mais essentiellement, c'est de savoir les entretiens, quels sont-ils, quelles sont la fréquence et à venir et qu'est-ce qui a été fait aussi. C'est important de juste que, aussi pour les changements de conseil d'administration, que le nouveau conseil d'administration en place sache on en est où, puis qu'est-ce qui a toujours été fait, qu'est-ce qui doit être fait. C'est assez standard, assez basic, disons-le comme ça. Juste le titre, en fait, nous donne assez d'indications sur ce que c'est. C'est juste un suivi des entretiens, finalement, là. Mais si tu permets, Catherine, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais comme gestionnaire, nous, il faut trouver le gars qui va aller huiler ou checker la pompe, Maître Papineau, parce que vous savez très bien que dans vos assemblées, quand c'est rendu au point 8 ou 10 ou 12, élection des membres du conseil d'administration, généralement, il n'y a pas un line-up. Tu sais, on ne sort pas des bulletins de vote à toutes les assemblées. Puis, je pense que c'est même vous qui dites des fois que quand c'est trop long, vous dites je vais barrer les portes jusqu'à temps qu'on ait trouvé 3 personnes. Fait que ça Ça ne veut va être pas joli, dire quand que je vais avoir ben du monde pour aller checker l'huile dans la pompe, Oui, chose machin. mais Madame Couture, c'est pas les administrateurs qui vont aller vérifier. Il faut engager quelqu'un Mais et oui. que c'est son travail. Moi, regardez, une étude de fonds de prévoyance, ce que le gouvernement
a proposé, puis qui va revenir, ça peut pas être d'autres choses, là. Ça va être un ingénieur, un architecte, un technologue professionnel. Euh, il y a eu une question aussi sur le fonds de prévoyance, que ça soit un évaluateur ou un CPA. Mais tout ça pour dire, les administrateurs, c'est pas eux qui font ce travail-là. Il faut qu'ils engagent des professionnels qui sont compétents, moi, écoutez, tu beau être administrateur, mais si tu ne sais même pas qu'il y a une pompe au deuxième sous-sol, tu ne sauras pas qu'il faut aller la huiler. Mais le gars, c'est son travail, qui connaît le genre d'immeuble dont tu gères, il sait qu'il y a une pompe, lui, puis il sait qu'est-ce qu'il y a à faire avec. Alors, c'est pour ça qu'il faut engager ces gens-là. Et c'est pas une dépense qui est agréable peut-être, mais d'un autre côté, le carnet d'entretien, à moins que tu changes ta pompe puis pour un autre système, ça va être la même chose pendant 20 ans. Alors, tu ne payes pas de façon récurrente chaque année. Tu vas le mettre à jour s'il y a des choses qui changent, mais engagez des professionnels et faites-le. On le sait tout le monde, là, que c'est plus économique de bien entretenir un immeuble que de le laisser aller et de réparer après, là. Absolument, parce que Maître Gagnon le dit dans son rapport. À l'époque, ça disait 4 investis, 1 dollar investi en entretien va éviter de prendre 4 pour remplacer la partie commune. Puis là, rendu suite à la COVID, ça doit être encore plus élevé, cette statistique-là. Mais effectivement, Maître Papineau, Catherine et moi, on en a discuté, puis on comprend bien ça, mais il y a un coût rattaché à ça. Il faut que les syndicats, les administrateurs comprennent que pour engager quelqu'un, il y a plusieurs quelqu'un, parce que ça dépend de la pompe, ça dépend de la porte de garage, ça dépend de plein de choses. Mais il faut que les syndicats comprennent qu'ils doivent mettre en place un budget d'opération. Ils doivent mettre dans ce budget d'opération-là une allocation pour suivi du carnet d'entretien ou quoi. Et là, on arrive au fonds de prévoyance. Ben, Oui, mais écoutez, Madame Couture, si vous me permettez, si vous absolument. laissez les pompes brûler, Non, je le sais, Maître Papineau. si vous entretenez pas l'ascenseur, ça va coûter plus cher. Oui, puis c'est Alors, pas le fun de il y a des descendre en coûts, bas. oui, oui, il y a des coûts à ça, mais on n'a pas C'est le la choix. responsabilité, là. Tout à fait. Tout à fait. Mais sauf que les gens, présentement, Catherine, tu peux en témoigner, les gens disent, ben, les professionnels qui ont fait l'étude, ça n'a aucun bon sens, on ne peut pas suivre ces chiffres-là. Qui va faire le travail de suivre le fichier Excel qui a 14 pages parce qu'il faut aller checker tout ça? C'est un peu, puis on est très d'accord que l'entretien doit se faire pour éviter de briser nos parties communes, mais la question qu'on s'était posée, Catherine, l'obligation de suivre le plan de gestion de l'actif. J'aimerais vous entendre, les deux avocats, parce que, Alex, tu l'as dit tantôt, et il y a quelqu'un qui va vouloir qu'on parle, c'est quoi le certificat de conformité. On va y venir après, M. Desroches. Mais, Alex, tu as fait référence à ça. Et vous avez dit, si j'ai bien compris, que ça va commencer à peser lourd dans des questionnaires au niveau des ventes. Et ben, les syndicats qui sont en train de dire que le professionnel qui ont engagé, qui a fait un rapport, puis que ben, il fourrette parce qu'il augmente les charges communes, la charge au fonds de prévoyance beaucoup trop rapidement. Qu'est-ce qui arrive si un syndicat a le plan de gestion, puis il le met à côté, puis il dit, lui, il est fou, on va attendre ou on va en mettre la moitié? Qu'est-ce qui se passe? Légalement. Ben, moi, je vais dire légalement, moi, la première chose qui me vient en tête, là, c'est pourquoi ne pas au pire en demander un autre plan à ce compte-là pour avoir un comparatif. Je vois pas en quoi ce serait la solution, ce serait d'ignorer ça. Si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a, on ignore. Je suis pas en accord avec ça. Puis de toute façon, comme au plan légal, je le disais, là, ça peut avoir des répercussions non seulement au terme de la négligence des administrateurs. Donc, les administrateurs, si, ils n'entretiennent pas, par exemple, correctement les parties communes, ils peuvent s'exposer à des recours en négligence par leur faute parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités de la façon qu'il le fallait, ne sont pas conformes à la loi. Donc, dans les faits, ce que ça dit, c'est on fait on fait un carnet d'entretien, une étude de fonds de prévoyance et on respecte ce qui est prévu par les professionnels.
Dans le cas où c'est pas respecté, ben, on se conforme pas à la loi et là, ça vient au niveau des ventes. Il va y avoir des soucis parce qu'il va y avoir des obligations supplémentaires qu'on va aborder plus tard, là, mais notamment au niveau de la divulgation des syndicats. En termes de divulgation, si un futur acheteur est au courant finalement que les provisions euh, de l'étude de fonds de prévoyance ne sont pas respectées, ben, lui n'aura pas intérêt à joindre un projet dans lequel il sait qu'il va devoir investir beaucoup éventuellement, peut-être dans une courte période de temps pour compenser. Donc, je pense que c'est vraiment primordial. Puis, je reviens un peu avec ce que Maître Papineau disait par ailleurs, là. J'ai de la difficulté à concevoir que je peux comprendre en fait que c'est des coûts qui sont importants, mais les entretiens que les gens qui sont des professionnels vont écrire dans leur rapport, je vois difficilement en quoi ça pourrait être faux ou exagéré dans les faits. Il y a des entretiens qui doivent être faits, là. En fait, Maître Laplante, excusez-moi, c'est pas le carnet d'entretien qui cause une problématique. C'est OK, un excellent guide pour les administrateurs qui n'ont pas OK. de gestionnaire, puis pour les gestionnaires, Ouais. généralement, c'est absolument pas le carnet d'entretien, c'est les montants qui sont alloués aux études de fonds de prévoyance. Ce qu'il faut savoir, Mhm. c'est que c'est fait à partir de manuels de coûts qui sont variables de région en région. Il peut y avoir des différences très importantes entre les coûts réels et ce qui est écrit dans un rapport. Maintenant, demander une deuxième étude, oui. Même une troisième, on prend celle qui nous plaît. Mais la problématique, c'est que c'est très onéreux et c'est sûr que les budgets sont plutôt serrés ces temps-ci pour tous nos clients. Donc, ça, c'est là où est la problématique là, au niveau j'ai perdu mon fil d'idée, mais la problématique, c'est vraiment, comme Valérie disait, fou raide. Des fois, on voit des choses qui sont inexplicables sur le marché où, oui, on doit le suivre. Mais moi, ma question, c'est vraiment, on parle tout le temps, c'est le marché qui va s'auto-régulariser dans le sens où si c'est pas fait, il va avoir un impact sur les valeurs des copropriétés. Mais Maître Papineau, Maître Laplante, est-ce que le gouvernement compte prendre pas des punitions, mais des méthodes de vérification périodique ou, je ne sais pas moi, une fois aux 5 ans sur les copropriétés? Oui, le marché va autorégulariser, mais ça va s'autorégulariser sur plusieurs années. Est-ce que le gouvernement pense faire les vérifications, le suivi de ses propres règlements ou c'est le marché qui va s'autorégulariser? Ben, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau pénal, là. Il n'y a pas de police de la copropriété, du moins pas pour l'instant. Fait que moi, c'est sûr que je suis pas dans le secret des dieux. Fait que je vais pas m'avancer sur ce qui pourrait y arriver, mais en ce moment, il n'y a pas de police de la copropriété. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit mis de l'avant. Tu sais, dans les faits, les tribunaux judiciaires sont là un peu pour corriger ce qui peut avoir été fait en contravention des lois civiles. J'aurais de la difficulté à voir comment on pourrait finalement rendre ça pénal, là, de quelque façon. Vous le savez, Madame Pépin, on a la Régie du bâtiment. Oui. Il y a des normes et des règles, et ils n'ont même pas d'inspecteur pour faire respecter les normes et les règles de construction. Alors, rêvez pas à ça. Il va y avoir quelqu'un qui va superviser ça. Il n'y en aura pas. Comme vous dites, c'est les acheteurs qui vont réguler ça. Une chose, quand pour prendre le terme de Mme Couture, les gens disent, ben, il est fou, notre gars qui a fait le rapport. Ben, c'est à vous autres de ne pas engager un fou. Si vous n'avez pas engagé quelqu'un de compétent, c'est votre problème. Et comme vous allez me dire, ben non, mais on pensait qu'il était compétent, ben alors, si tu le pensais, il est peut-être pas si fou que ça, ton expert. Alors, arrêtez de dire, le gars n'a pas d'allure, c'est exagéré. Commencez par choisir un bon architecte, un bon ingénieur, un bon technologue professionnel, puis vous aurez le résultat qui va être bon. Puis ne critiquez pas celui qui amène la nouvelle. Il ne fait pas plus que d'amener la nouvelle. Alors, choisissez-en un, pas parce qu'il est le moins cher, vous choisissez un parce qu'il est le plus compétent et le meilleur, puis malheureusement, vous allez vivre avec le résultat qu'il va vous donner. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la discussion, Oui, mais vas-y. concernant ces études-là,
Il y a beaucoup de copropriétés au Québec et le nombre de professionnels disponibles est pas très élevé. Donc, évidemment, à tous nos clients, on suggère que ça soit fait le plus rapidement possible pour ne pas arriver au bout du délai et à la dernière minute. Mais est-ce que ça pourrait être une problématique pour l'application de ce règlement-là? Le manque de Ça, main-d'œuvre dans cette technique? ça va l'être parce que c'est déjà un problème. Si vous appelez, ben vous le savez, là, mais nos auditeurs, appelez demain les principaux acteurs du domaine, vous allez déjà avoir un délai d'attente d'1 an. Alors, imaginez quand ça va être obligatoire, là, ça va être 2, 3, 4 ans et la loi va vous donner un délai, mais elle ne vous donnera pas 5 ans et 10 ans pour le faire. Alors, faites-le maintenant. De toute façon, c'est dans l'intérêt de votre immeuble et dans l'intérêt de vos copropriétaires de le savoir aujourd'hui et non pas dans 3, 4 ans. OK. Catherine, avais-tu une autre question? OK. Ça fait le tour de ma... J'aimerais ça, Maître Laplante, puisque c'est vous qui avez mis la table sur ce point, qu'on réponde à M. Desroches. Qu'est-ce que c'est le certificat de conformité? Parce que c'est, vous l'avez dit à plusieurs reprises, puis c'est là que ça va réguler le marché un peu plus parce que on va indiquer comme syndicat de copropriété des choses importantes. Fait que je vous laisse là-dessus. Oui. En fait, là, c'est sûr, encore une fois, que le projet de règlement pourrait être amené à être changé, là, mais ce qui nous a été soumis de façon initiale, c'est que au moment de l'achat potentiel d'une propriété, le syndicat devra soumettre une attestation de conformité dans un délai de 15 jours de la demande de l'acheteur potentiel. Et cette attestation-là, ce qu'elle contient, c'est le montant total du fonds de prévoyance ainsi que la recommandation de l'étude du fonds de prévoyance quant au montant minimum devant être disponible à ce fonds. Le montant total des contributions aux charges communes exigées des copropriétaires lors des 2 années précédentes et le montant total des contributions aux charges communes payées par les copropriétaires au cours de cette période. Le montant total des liquidités dont dispose le syndicat pour payer les dépenses courantes du fonctionnement de la copropriété, le montant du surplus ou du déficit annuel apparaissant aux 2 derniers états financiers de la copropriété, une mention à l'effet que le syndicat est le titulaire des polices d'assurance auxquelles il doit souscrire en vertu de l'article 1073 du Code civil, le montant total du fonds d'auto-assurance et le montant de la plus haute franchise, et une description sommaire des inspections et expertises réalisées à l'initiative du syndicat au cours des 5 dernières années et qui ont porté sur l'état général de l'immeuble. Une description sommaire aussi des sinistres ayant affecté l'immeuble au cours des 5 dernières années, la partie privative qui fait l'objet de la vente ou les parties communes de l'immeuble, et une description sommaire des réparations majeures et des remplacements qui ont été faites au cours des 5 dernières années, mais qui sont également prévus pour les 10 prochaines années, puis un état des litiges qui sont en cours au syndicat. Donc, c'est une liste assez exhaustive, là, assez complète. Oui, absolument. Puis là, M. Desroches, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Mais en fait, c'est comme un mini-audit qu'on a fait sur la situation du syndicat. Là, y a-t-il des litiges? Est-ce qu'on est conforme aux études? Est-ce qu'on a des études de fait? Est-ce qu'on a des problématiques qu'on doit dévoiler? Puis tout ça. Et ça va permettre de pouvoir permettre à une nouvelle personne qui veut acheter dans votre copropriété de savoir dans quoi qu'elle s'embarque. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais au moins, si j'ai pas les moyens, je le sais d'ores et déjà, puis je peux aller sonner à la porte voisine ou cette porte-là, c'est le syndicat de Papineau, il va vérifier la pompe gratuitement, il se promène dans les corridors, il fait le carnet d'entretien et tout. Mais blague à part, effectivement, ça va être une bonne chose. Mais comme vous l'avez dit, Maître Laplante, on va voir si le gouvernement va modifier ce projet de règlement là-dessus. Mais justement, sur ça, on a quelques questions que j'aimerais qu'on couvre, qu'on n'a peut-être pas couvert. Donc, Madame Gingras, est-ce que le RGCQ prévoit confectionner un formulaire d'attestation pour ses membres? La réponse est que j'ai entendu parler que oui, mais naturellement, on est en attente de la finale du projet de règlement. Cependant, pour ceux qui sont administrateurs, il y a la DRCOP qui est un formulaire de la déclaration du syndicat qui, ma foi, est la base de ce qu'on voit dans l'attestation. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus
pour vous préparer comme syndicat à mettre un plan de marche en fonction en attendant que le gouvernement finisse le projet de règlement. Vous pouvez quand même donner plus d'informations. Il y a quelqu'un qui parle, c'est important. Quand la loi 16 sera adoptée, est-ce qu'il y aura un délai de grâce avant de se conformer au montant de récupération de 10 ans à prévoir au fonds de prévoyance? Alors, là-dessus, on entend, Maître Papineau, que ça va être 10 ans de rattrapage pour avoir les sommes. Ben, ça va dépendre. Là, on ne l'a pas encore vu, mais oui, il va y avoir une période de rattrapage. Et comme je disais antérieurement, il va y avoir une question de gros bon sens aussi. Ouais. Si on en a besoin demain, il ne faudra pas attendre 10 ans. Mais oui, le délai pour faire étudier le carnet d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance, oui, il va y avoir un délai. Il va y avoir un délai pour rattraper les arrérages. Mais peut-être que le délai, même si vous en donnez un, il ne vous servira à rien parce que vous allez avoir besoin de l'argent hier. C'est un bon exemple. On parlait d'entrée de jeu avant le début de la web radio avec l'histoire d'ascenseur avec Catherine. On disait, écoutez, il y a les projets d'ascenseur qui coûtent 250 000 Bien, si le gouvernement donne 10 ans, mais vous avez besoin d'un ascenseur dans 3 ans, vous ne pouvez pas augmenter de façon pas assez importante parce que vous ne serez pas capable de faire vos travaux. Donc, c'est un peu pour bonifier ce que Maître Papineau disait. On a C'est une autre dommage question. aussi. Oui, vas-y. Ben, c'est juste assez rapidement, c'est un commentaire général, puis c'est dommage qu'on doive mettre un délai pour que les gens le fassent parce qu'autrement, les gens ne le feraient pas, parce que considérant que c'est une importance, puis dans les faits, comme vous dites, ça se peut que ce soit des sommes qui soient nécessaires à court, long terme. On ne devrait même pas devoir mettre de délai pour que ce soit fait. Il faudrait que ce soit juste le jugement de tous, le gros bon sens. Là. Tout à fait. De toute façon, on le voit aussi, on entend parler que les banquiers commencent à être réticents quand il n'y a pas de fonds de prévoyance qui fait du sens. Donc, d'avoir 2 000 dans un fonds de prévoyance pour un immeuble de 6 unités qui a 15-20 ans, c'est sûr qu'on n'est pas dans le game. Fait que ça peut vous nuire aussi de ne pas cotiser vos copropriétaires de la bonne façon. Doit-on avoir un fonds de prévoyance pour les parties? Ça, j'adore cette question. Catherine, tu vas l'aimer aussi. Dans notre quotidien, doit-on avoir un fonds de prévoyance pour les parties communes à usage restreint et que la déclaration mentionne que les coûts de remplacement sont défrayés par le copropriétaire concerné? Ça, on a souvent cette question-là. Les deux avocats, vous devez l'avoir aussi. Qu'est-ce que vous en dites de cette question? Mais moi, je veux juste préciser, je veux juste dire qu'il y a une différence entre les coûts d'entretien puis les coûts de remplacement et de réparation. Il va y avoir une distinction. Souvent, les déclarations de copropriété vont avoir plus tendance à parler des coûts d'entretien. Ça, c'est des réparations qui sont mineures, disons-le comme ça. Donc, l'entretien annuel, quotidien, régulier de la dite partie commune. Mais tout ce qui va avoir trait au remplacement de cette partie commune à usage restreint-là ou des travaux qui sont majeurs, ça va être de toute façon à la charge du syndicat. Là. Donc, c'était juste le petit commentaire que je voulais faire au niveau de la nuance. Là. Parfait. Ça va être à la charge du syndicat, mais vous avez raison, sauf que la déclaration prévoit Oui, autre chose. oui, tout à fait. Alors, c'est important que les gens comprennent que les parties communes à usage restreint, remplacement et réparation majeure, sa déclaration prévoit que c'est l'usager qui paye. Il faut qu'il y ait un fonds. Il faut cotiser le copropriétaire. Je vous donne un exemple. À l'île des Sœurs, on a un immeuble où les fenêtres sont des parties communes à usage restreint. Puis il n'y a personne qui a mis d'argent à date dans le fonds de prévoyance. Puis ça va coûter autour de 20 000 par unité, par appartement. Si on ne commence pas à payer tout de suite, là, il y en a qui vont trouver que 20 000, c'est beaucoup d'argent à payer tout d'un coup. Tout à fait. Ça, c'est important, la question de M. Milot, parce que là-dessus, la déclaration prévoit et effectivement, s'il y a des remplacements, c'est des choses aussi qui sont à mettre en place. Puis on s'entend là-dessus, commencez pas à couper un cheveu en quatre, il faut que ce soit significatif. L'exemple de Maître Papineau avec ses murs rideaux de fenêtre, c'est sûr que c'est important de le mettre en place. Mais pour ce qui est de l'entretien, vous facturez vos copropriétaires si c'est le syndicat qui prend en charge certaines dépenses pour des parties communes à usage restreint. On a une autre question. Est-ce que le rapport d'évaluation qui tient compte des composantes des unités peut servir comme rapport d'unité de référence? Là, je ne suis pas sûre si c'est clair comme question. Catherine, En fait,
En fait, un rapport d'évaluation pour une valeur marchande n'est pas un rapport de valeur d'unité de référence. C'est pas du tout la même description, les mêmes informations qui s'y trouvent. Cependant, si vous avez fait faire un rapport d'évaluation de valeur marchande à l'achat d'une unité originale, si je peux dire ça comme ça, lors de l'achat à la construction, ce rapport-là pourrait être utilisé par votre syndicat pour mettre les bases pour un rapport de valeur, pas de valeur, excusez-moi, mais un rapport d'unité de référence. Je ne sais pas si c'était ça la question, Valérie. Je pense que oui, je crois que oui. On parle du rapport d'évaluation qui tient compte des composantes des unités. Peut-il servir comme rapport d'unité de référence, même En fait, si, il y a peut-être aussi valeur assurable. Encore une peut-être, fois, la valeur assurable, c'est sur le site et le lieu tel qu'il est constaté au moment de l'évaluation, tandis que la valeur, encore une fois, le rapport d'unité de référence, c'est à l'origine. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent entre les deux. C'est deux rapports tout à fait différents, mais un peut s'inspirer de l'autre, évidemment, là, pour faire le travail. absolument, absolument. Que faire? Oh, j'adore cette question. Que faire lorsque certains membres du conseil d'administration refusent de faire l'étude du fonds de prévoyance? Maître Papineau, je pense que vous allez l'aimer vous aussi. On change le conseil. Ouais, ou on fait de la politique, là. On fait de la C'est politique pour ça. essayer de les convaincre. On est là pour ça, là. Donc, avec ça, tantôt, j'ai vu qu'il y a une dame qui posait une question justement parce qu'on a parlé des renseignements personnels. Il y a une dame qui dit, oui, mais si on veut convoquer une assemblée avec 10 des copropriétaires, qu'on n'a pas les courriels, ben écoutez, il y a d'autres moyens, en tout cas certainement pas Post Canada ces temps-ci, mais il y a d'autres moyens de convoquer les gens. Ça peut nécessiter du porte-à-porte, laisser des papiers, tout ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les courriels des copropriétaires. Là, corrigez-moi si je fais erreur, là, Ben, mais je veux juste, moi, je veux juste dire ce qu'elle disait, c'est que le 10%, je crois que ce qu'elle parlait, c'est en tant que copropriétaire, ils peuvent demander qu'il y ait une assemblée qui soit convoquée. Mais oui, dans tous les cas, ce ne sera jamais eux qui vont convoquer l'assemblée. Il faut bien faire la distinction. Ça va être le conseil d'administration, lequel a accès au courriel des copropriétaires, ou du moins une façon usuelle de les convoquer, qui sera cette façon-là qui sera utilisée. Mais en aucun cas, c'est les copropriétaires qui vont convoquer l'assemblée, là. exact, bien raison. Moi, je voulais dire faire Sauf, signer c'est faire signer le OK. document. sauf, OK. Valérie, tout le monde a raison, sauf que si le conseil ne le fait pas, Exact. à ce moment-là, il faut que le copropriétaire soit en mesure de le faire. Ouais. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher au registre foncier le nom et l'adresse du propriétaire pour s'assurer qu'on a la bonne adresse et on convoque par la poste, par messagerie ou par tout autre moyen qu'on peut convoquer, là. C'est ça. Ces temps-ci, c'est pas possible. Fait que vous ne faites pas ça tout de suite. Attendez que Post Canada ait réglé son litige. Gabriel, si tu veux donner je pense que Mme Liette voudrait poser une question directement. Donc, tu peux m'aviser quand elle aura accès. Donc, on a une autre question. Dans le contexte du fonds de prévoyance et du carnet d'entretien, la loi fait référence à l'immeuble. Est-ce que ce dernier inclut les parcs, jardins, les ruelles, les systèmes d'égouts qui font partie des espaces communs et donc des actifs d'un syndicat? Monsieur Jean-Denis qui pose ça. Je vois même Papineau fait signe. Effectivement, ça On inclut tout ce est- qui est partie commune. Absolument. Puis si vous avez des systèmes d'égouts puis tout ça dans les rues, effectivement, ça veut dire que vous avez un beau chez vous avec un beau terrain, puis ça vient avec un coût qui vient avec. Donc, Gabriel, est-ce que tu as Mme Liette ou Je pense que c'était une erreur. Ah, d'accord. Il y a justement, peut-être, Mme Liette, un syndicat d'un immeuble de 6 unités, les vérifications sont moindres qu'une taux. Oui, effectivement, tout à fait. Puis vous allez peut-être avoir plus de participation avec vos copropriétaires parce que pour le carnet d'entretien, ça ne veut pas dire que toutes les vérifications demandent d'un professionnel. Des fois, ça peut être quelqu'un qui a la tâche d'aller voir aux 3 mois la fameuse pompe, puis de la vérifier, de prendre une photo, etc. Donc, il y a des choses que je pense qui peuvent être faites à l'interne. ASIA, le problème n'est pas toujours le CA, mais les copropriétaires qui ne veulent pas qu'on augmente les frais de condo, effectivement, et qui freinent les travaux devant être faits. Bien, c'est sûr que oui, mais le conseil d'administration a l'obligation, lui, malgré que c'est pas politique, que c'est vraiment pas politique, de mettre en place un budget
Et ça, c'est d'autres choses qu'on vit. C'est que les conseils d'administration seront renversés, les nouveaux administrateurs diminuent le budget, mais je pense qu'on a fait l'intervention tantôt, mes chers maîtres avec moi, que l'obligation des administrateurs est de suivre l'étude s'ils en ont une. Donc, forcément, ça va commencer à peut-être changer les choses. Ai-je bien dit? C'est extraordinaire, Mme Couture. Puis, il ne faut pas oublier aussi que dans une optique de conservation de l'immeuble, dans des cas où il y aurait urgence, euh, le syndicat, les administrateurs pourraient, à certains égards, être justifiés de prendre des décisions sans toujours suivre nécessairement l'opinion qui est générale. Là, un peu comme ça, c'est deux choses différentes, mais en termes de budget, là, comme vous disiez, Mme Couture, on est quand même dans une situation où le budget, oui, les copropriétaires sont consultés sur celui-ci, mais ce n'est pas eux, à la fin de la journée, qui décident la somme qui sera allouée au budget. Donc, ça peut être aussi, l'administrateur parfois a plus de pouvoir, disons-le comme ça, que ce qu'il pense qu'il a, là. Effectivement, effectivement. Puis c'est pas toujours il y a du pouvoir, c'est pas toujours le fun non plus. Puis, oubliez pas que vos administrateurs, règle générale, ils font partie des agents payeurs comme les copropriétaires, il faut le rappeler parce que c'est important. Quelqu'un, un anonyme, c'est très bon. Plus on attend à se conformer au fonds de prévoyance, plus les cotisations augmenteront brutalement. Tout à fait. Donc, je sais qu'on a peut-être, et j'ai peut-être omis quelques questions, là, mais j'espère qu'on a répondu le plus possible. Naturellement, on va poursuivre de vous tenir informés, mais Maître Papineau a bien dit qu'il serait surprenant que quelque chose bouge avant le 31 décembre 2024. Donc, espérons qu'on aura une prochaine web radio au printemps très rapproché pour vous dire que le règlement est terminé, tout ça, mais attendez pas de dernière minute. Donc, dans un premier temps, merci à vous tous, chers copropriétaires et administrateurs, d'avoir été avec nous. En mon nom et en celui de Condo Légal, je vous remercie. Deuxième chose, vous pouvez suivre le quotidien sur LinkedIn Condo Légal, Facebook Condo Légal. Vous pouvez scanner le code QR pour vous rendre directement à cette page et au site, etc. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Merci au HPDG comme commanditaire. Merci beaucoup, Catherine, à ta firme qui est spécialisée en gestion de copropriété, en évaluation de bâtiments, en maintenant plan de gestion de l'actif, donc carnet d'entretien, études de fonds de prévoyance. Tu confirmes que vous livrez cette marchandise-là maintenant? Comme Maître Papineau dit, les délais sont un peu plus longs, on s'entend, mais oui, on est en mesure de vous aider avec ce type de produit. Valeur assurable. Écoutez, moi, j'ai plusieurs de mes syndicats avec qui c'est HPDG qui les fait. Dans ça aussi, des délais intéressants. Donc, merci, Maître Papineau. Toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci, Catherine. Merci beaucoup, Catherine, pour ta première web radio avec nous. Puis je sais qu'on en a deux dans 2025 déjà de Cédule ensemble. Merci, Maître Alex Laplante. Première fois ensemble avec vous à notre web radio. Très intéressant. Et vous étiez avec Maître Papineau, donc choyé pour une belle soirée. Catherine et moi aussi, on est pas mal fines. Mais... Merci encore HPDG pour la commandite. Merci au RRGCQ. Et on vous revient en 2025 avec notre prochaine web radio qui sera sur la performance énergétique des copropriétés. Donc, invité à définir, Maître Jolicoeur sera avec nous puisque connaissant très bien le marché de la France et tout, mais on vous revient avec la suite. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci et merci encore à mes trois panélistes avec moi ce soir. Bon retour, merci. Merci. Merci, bonne Merci, fête à tout bye-bye. le monde. Valérie. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Bye Bonne bye. fin de soirée.